Et c'est celui qui aurait dû être une des stars du foot français. Ne pensez pas que votre passion soit suffisante. Il devient ennemi public numéro 1 en France, vraiment. Et là, il nous prend Manu Militari, il nous sort... Peut-être le moment de passer au petit quiz. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du podcast Ave César, j'accueille quelqu'un que j'admire et qui s'appelle Hervé Matou. Hervé, c'est une figure incontournable du journalisme sportif en France et depuis des années, il raconte le football, ses grandes heures comme ses coulisses et il décrypte le jeu comme peu savent le faire. Ce qui est ouf et c'est pour ça que j'avais envie de l'avoir aujourd'hui, c'est que je le regarde à la télé depuis que je suis petit et que j'avais très envie d'en savoir plus sur sa vie et les coulisses de son métier. On a parlé de plein de sujets différents, évidemment du foot, du journalisme, de son enfance et aujourd'hui je suis super content de vous inviter dans notre discussion. Et évidemment, il faut pas nécessairement être fan de foot pour apprécier cet échange. Ave César le podcast avec Hervé Matou, c'est parti. Ben, Hervé Matou, bienvenue sur ce podcast. Merci, je suis ravi d'être là. Et ben, moi je suis ravi de t'accueillir. Alors sache que moi et puis les gens qui sont derrière aussi, on te voit depuis un moment parce qu'on s'intéresse au foot et tout. Ouais. Donc ça nous fait quand même quelque chose, tu vois. C'est là ce que beaucoup de gens me disent. C'est là que je vois que je suis vieux en fait. Je vois des gens qui ont très peu. 4 enfants, une barbe comme ça, qui me disent « Ah, j'avais 8 ans, je te regardais. » Je dis « Ah ouais ?» Tant que ça. Rapport particulier. C'est ça. Mais non, je suis super content parce que je vais te réexpliquer après le concept du podcast, mais le but c'est qu'on invite des gens qui ont des vies un peu différentes, qui ont des vies un peu exceptionnelles. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'humain, donc ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir... Bon, aujourd'hui, on te connaît en tant que journaliste sportif, présentateur télé sur Canal Football Club notamment. Mais moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, comment est-ce qu'on... Et je suis un humain surtout. Et surtout un humain, voilà, c'est ça, c'est fou. Non mais, parce que ça peut être étonnant pour des gens, tu vois, des gens qui ont des... Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ça me rassure, je me disais, mais c'est un humanoïde, c'est pas possible. Non, mais ça m'intéresse un peu d'avoir ton parcours, donc pour ça, je t'ai préparé... cette petite boîte ici. Une urne. Funéraire. Donc une urne funéraire, on dirait presque. Ouais. Tu vas pouvoir plonger ta main à un certain moment du podcast. On t'a mis un peu des objets qui normalement devraient te rappeler certains moments de ta vie. Si c'est pas le cas, c'est qu'on soit on s'est trompé, soit c'est pas grave. D'accord. Okay. Et puis on va continuer un petit peu l'interview comme ça. Okay. Je précise. C'est complètement de l'aléatoire dans la boîte, mais si tu peux aller choper les objets devant d'abord, ça nous permettra d'avoir un fil conducteur un peu plus logique. D'accord. Tu me tentes là de te foutre en difficulté. Voilà, et puis derrière, on t'a mis une super photo de... c'est quoi, c'est ta première télé, c'est ça ? Il y a des éléments à charge là, ouais. Alors, c'est pas ma première télé au sens strict, parce que j'en avais fait dans une petite chaîne, mais c'est mon premier plateau à téléfoot. Ok. Premier plateau à téléfoot, j'étais stagiaire depuis 3 semaines. Et ils t'ont mis devant le... c'était... Incroyable. T'as quel âge là à ce moment-là ? Là, j'ai 23 ans, je pense. Ok. 23 ans. C'est fou de se retrouver sur le... devant de la télé. J'ai une chemise africaine, vraiment, c'est du tissu africain que m'avait ramené mon frère de Gambie. Une veste empruntée à un technicien parce que j'en avais pas. C'est pas vrai. C'est fou, l'anecdote est marrante. Un peu trop grande pour moi. Et voilà. Donc, tu te souviens du sujet ou pas ? Ouais, sujet sur le Red Star. Ok. Ouais. Très marrant, très marrant. Bah écoute, je t'invite à aller prendre le premier objet. Attention parce qu'ils sont bien devant. Il n'y a pas d'insectes parce que j'ai une phobie des araignées. Aucun insecte dedans. D'accord. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui nous écoutent de bien rester jusqu'à la fin parce que comme d'habitude, il va y avoir un espèce d'échange de cadeaux. En gros, l'invité qui est passé sur la dernière émission t'offre un cadeau et toi tu vas offrir un cadeau au prochain. Mais vous savez pas qui vous êtes. Enfin, qui sont les prochains et qui était celui d'avant. D'accord. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, on verra un petit peu le cadeau. Alors, il faut que je la montre. Photo, tu peux la montrer. Tu vas aller chercher dans mes archives personnelles. Nous dire un peu ce que ça t'évoque. Ça m'évoque le foot, bien sûr, le début. Alors ça, c'est avec l'équipe de Longjumeau. Puisque moi, j'ai grandi, avant de migrer ensuite en Auvergne, j'ai grandi en région parisienne à Longjumeau. Massy et Longjumeau. Okay. Et donc, j'étais le gardien, je suis en jaune. Le gardien du Postillon Olympique de Longjumeau. C'était le groupe, c'était le nom du club, parce que le Postillon de Longjumeau, c'est une opérette. D'accord. Qui a été écrite par
Ça sera une question de quiz. Je connais pas. C'est le nom du théâtre de Longjumeau. Je suis parti il y a très longtemps. Donc, et en fait, il y a une chanson à l'intérieur qui dit ah, qu'il est beau, le postillon de Longjumeau. Parce que Longjumeau, je fais un peu de culture. Mais vas-y, mais franchement, moi j'adore les anecdotes. C'était une ville de passage sur le passage des diligences qui venaient du sud vers Paris. À l'époque, quand tu étais à Longjumeau, t'imagines, c'est dans l'Essonne, hein, c'est au nord de l'Essonne, enfin au milieu, tu faisais une pause. Parce que avant d'arriver à Paris, il fallait que tu t'arrêtes pour dormir. Tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de diligences s'arrêtaient à Longjumeau. Qui avait des espèces d'hôtels et tout. Voilà, exactement. Et donc, il y a un auteur d'opérette plutôt d'ailleurs, qui avait écrit un scénario qui parlait d'un postillon. Un postillon, c'est le gars qui s'occupe qui conduit les diligences de Longjumeau. Okay. Et donc, le club de foot, mais le club omnisport de l'époque, je crois que ça a changé, s'appelait le Pôle Postillon Olympique de Longjumeau. Voilà. Incroyable. Ça, voilà. Et donc, on avait une super équipe. On avait une équipe de malades, vraiment... chez les jeunes, on gagnait tous les tournois. Ça, c'était un tournoi. J'ai une très bonne mémoire sur ma jeunesse, comme tout le monde, en fait, à Mennecy, je crois, en tout cas dans le sud du département. Et alors là, vous l'avez un peu coupé, mais pour l'anecdote, je vais t'en donner une autre. Là, tu vois ce garçon qui est coupé en deux. Ouais. Il s'appelle Jean-Michel Labéjoff. Et c'est celui qui aurait dû être une des stars du foot français. Puisqu'il est parti. Alors, moi, j'étais déjà parti de Longjumeau, mais il est parti à 14-15 ans au FC Nantes. Il a joué en professionnel, en D1, en Ligue 1, avec le FC Nantes. Et hélas, il était dans la voiture qui a coûté la vie à Doncor, qui était le frère de Desailly. Il y a eu 3 morts dans cette voiture, dont le pauvre Jean-Michel Labéjoff. D'accord, qui était mon coéquipier en poussin et qui a eu une carrière très courte en Ligue 1. Il était un espoir. Un grand espoir et qui a vu sa vie fracassée dans un accident de la route. Voilà. Okay. Je plombe un peu l'ambiance, mais... Non, mais tu fais bien de le dire, c'est important. Pour les gens qui... parce qu'il y a des gens qui voient, on mettra la photo, etc. Mais il y a aussi des gens qui écoutent. En gros, c'est une photo de ton équipe. En gros, moi, je pense qu'on l'a compris. Voilà, c'est mon équipe. On a un maillot qu'on ne portait pas habituellement. Pour ceux qui aiment le foot, on jouait dans la même tenue que la Bulgarie, blanc et vert brillant, avec mini-short à l'époque. Moi, je suis en jaune avec des cheveux complètement ébouriffés, un peu comme aujourd'hui, mais encore plus. J'étais gardien. Et on avait ce maillot-là, ponctuel. On avait peut-être déjà inventé le marketing. Pour ce tournoi, on avait un maillot avec bleu, blanc, rouge, donc manche bleue, rouge. On n'était pas champion de France pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on avait magnifique, ça. magnifique. Tu étais gardien du coup. Ouais. Est-ce que tu as toujours un rapport particulier à ce poste-là du coup ? Bien sûr. J'ai fait quasiment, toi là, je suis en poussin en 2e année, donc j'ai basculé gardien assez vite. J'ai arrêté le foot relativement vite, senior 1re année, un truc comme ça, parce que j'ai commencé je suis revenu à Paris pour faire mes études. Du coup, je redescendais jouer en province tous les week-ends, puis non, tu t'entraînes plus, enfin voilà, donc j'ai arrêté. Mais j'ai une tendresse, une attirance particulière pour ce poste, pour sa singularité, le fait d'avoir un maillot différent, pas la peine de faire un dessin, on comprend bien pourquoi un gardien est différent, mais je trouve que c'est un poste assez fascinant, qui a des caractéristiques techniques particulières. Et que je pense malgré tout que ma petite carrière de gardien me sert certainement à avoir en tout cas de l'empathie avec les gardiens et à mieux comprendre ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Oui, parce que c'est un poste qui est un peu ingrat parfois. Oui, qui est complètement très exposé, on va dire, en tout cas. Ouais. Tu l'as un peu évoqué juste avant. Après, tu es parti en Auvergne. Oui. Du côté de Clermont, tu as joué à Clermont. Un Saint-Nectaire. Ouais. Ça se sentirait s'il y a eu un Saint-Nectaire. Non, tu as joué du côté de Clermont, c'est ça ? Oui. Ça te rappelle quoi cette période-là ? T'étais comment enfant quand t'étais à Clermont ? J'étais assez relativement calme et plutôt sérieux quand même. Est-ce que je dirais timoré ? Pas tout à fait, mais bon, ouais, voilà, c'est... force tranquille. Force tranquille. Avec plus de tranquille que de force. mais voilà, j'étais tranquille. Mon frère, qui est plus grand que moi, avait eu une adolescence un peu waouh, toi. Donc du coup, ça avait un peu... ça canalisait un peu je serais jamais aussi con que mon frère. Quand t'es petit, tu vois l'ado. Et généralement, quand tu dis ça, tu le deviens aussi con que ton frère, mais moi non. Enfin, c'est plutôt calme du coup. Plus sage, on va dire. Voilà. Et puis, quand même happé par le foot, de mon point de vue rétrospectif, un peu trop.
Ok. Parce que, par exemple, j'ai une culture musicale, mais vraiment de merde. J'ai fait de la musique, j'ai fait de la batterie et tout. Donc Énorme. j'ai pratiqué la musique, mais j'ai une culture musicale, mais vraiment pourrie. T'as Quoi. Si un tu peu fais trop focus sur le foot. Ouais, tu me fais un quiz musical. Mon frère est très, très Je te rock. prépare un petit quiz, mais il n'y a pas, Pas y a pas beaucoup de musical, musique. Il y a pas beaucoup de je musique. suis une pile Mais totale. je suis un peu pareil. Enfin, J'aurais dû m'ouvrir j'écoute plus. beaucoup de musique, Ouais. mais moi j'ai du mal à me rappeler des noms. Ah ouais, moi non plus. Et donc sur les blind tests, je suis juste Moi, vraiment ouais. éclaté. Moi, Quoi, j'ai fait un blind test un jour. J'ai passé 4 heures. Ah oui, un gros blind Et test. j'étais en équipe, heureusement. Alors, je pense qu'ils m'avaient oublié au bout d'un moment. Et j'ai marqué 1 point en 4 heures sur un truc improbable. Patrick Topalov. J'étais un peu endormi. Tout à coup, il y a eu un truc. J'ai dit Ça me Patrick rappelle un Topalov. truc. J'étais le seul. Aucune chance que personne connaisse ce truc. Mais sinon, non, je peux passer moi. Même les trucs les plus connus, je connais pas le titre. Enfin, Ok. bon, à part les très très gros, mais encore pas toujours. D'ailleurs, je rebondis sur Clermont. Tu es supporter de Clermont ou pas du coup oui, quand même. Oui, Parce que là, pour l'anecdote, ils sont donc 10e de Ligue 2. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, Et ils sont juste devant l'USLD, parce que moi, je viens de Dunkerque. Dunkerque, Ouais, Dunkerque. moi, je viens de d'accord. Dunkerque. Donc, ils ont fait une très belle Coupe de France. Ils ont failli même monter Dunkerque. Ouais. C'est le grand Ils étaient pas retour. loin. Ouais. Grand retour. Ouais. Et quand ils ont commencé la saison, d'ailleurs, l'année dernière, on s'attendait pas du tout à ce que ça aille aussi haut. Ils ont même joué les premières places. Ils ont Ça aurait changé. été exceptionnel. Ils ont changé l'entraîneur avant même que ça débute. Ouais, c'est vrai. Non, mais Mais ça aurait clairement, été- ça va être difficile cette année, je pense. Je regarde les matchs, c'est pas grave. Ouais, à mon avis. Ouais. Ouais. Mais je t'invite à prendre le deuxième objet. Allez. Il y a peut-être un gros objet. Ça me paraît. Ah, j'entends un bruit, je pense que c'est ça. Relativement gros, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Oula, un journal. Le journal de la Tu peux montagne. l'ouvrir. Le journal de la montagne, je reconnais le la. Dans la montagne. C'est une relique, hein? Putain, ouais, magnifique. Le dénouement, les pirates. Ouais, donc il y a une date ou pas qu'il faut que je regarde? Non, pas spécialement. Si, il y a une date. Mais il n'y a pas une date particulière. Mais je crois que c'est au moment où tu y étais, je crois. Ouais, exactement. 88, c'est ça? Ouais. 88, oui. Alors j'y étais, ça fait 10 ans que j'étais. Je suis arrivé en 78 Ok. à Clermont. Et j'adore. Alors, je peux passer des heures à regarder les oui. journaux. Hein. Là, si tu me laisses l'ouvrir, je Mais passe vas-y, franchement, pendant 3 c'est un heures. plaisir. Juste au son, ça va être Bon, terrible déjà, vous avec voyez que les bruits. Mais ouais, c'est ça. franchement, Bon, on coupera au pire. le format des journaux a un petit peu changé. Ils sont géants. Hein. Ouais, ils sont très Ils grands. sont géants. Ils sont très très grands. Et non, mais moi, ça m'époque. Mon enfance a été. Mon enfance et mon adolescence ont été. C'est marrant, c'est Marseille a battu Ajax Amsterdam, tu vois. Ah bah voilà. Donc vraiment, c'est comme aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai une enfance assez heureuse, hein, vraiment. Que du bonheur, de l'amour, tout va bien. Enfin, voilà. Attends, je vais te le reprendre parce qu'après, sur le son, ça va être une catastrophe. Non, mais du coup, on a trouvé une petite relique, c'est marrant. Bah, pour ceux qui écoutent, donc c'est là que j'ai fait mon premier stage. Donc, c'est quotidien régional de Clermont, de l'Auvergne. Et c'est là que j'ai fait mon premier stage on appelle ça PQR, presque quotidienne régionale. Quand tu fais une école de journalisme, généralement, ton stage entre la première et la deuxième année, c'est ton PQR. Pourquoi? Parce que c'est le plus formateur, parce que tu te retrouves, plutôt qu'être en observation dans un grand titre, tu es au New York Times, tu regardes comme ça, mais au bout tu fais rien, tu vois. Ouais. Quand tu es en PQR, assez vite, tu pars sur le terrain. Il y a plein de petites actualités régionales. Tu fais ce qui est notre métier, c'est-à-dire que tu pars, t'as rien, et tu rentres, faut que tu fasses un article, tu vois. Donc j'ai fait ce stage en 88, un truc comme ça, 1900 hein, quand même, 81. Et donc j'ai fait 2 mois ou 3 mois à la montagne. C'est une institution là-bas. C'est fou. Et si on revient un peu sur tes études, toi, la transition entre tu finis le lycée, tu commences tes études, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Il y avait beaucoup le foot encore, mais tu sens... Ouais, il y avait le foot, mais j'étais pas... je pense que c'était dans un coin de ma tête, mais je l'assumais pas complètement. Je voulais pas être le foot de service, quoi. Donc, puis, par ailleurs, je dis que j'étais trop focalisé sur le foot. Le foot prend beaucoup de place, mais je me suis toujours intéressé à plein de choses. Le cinéma avait une grande place dans ma vie, le théâtre, la culture, etc. La politique aussi, qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai fait des études de lettres. En fait, je voulais faire Sciences Po, mais ça me faisait un peu peur. Je pensais que j'avais peut-être pas le niveau. Ouais. Donc, j'ai fait une fac de lettres classique. À Clermont? À Clermont, université Blaise Pascal, une grande célébrité locale. Là-bas. Enfin, plus que locale, mais en tout cas là-bas, on s'en glorifie. Et ensuite,
mon objectif, c'était de passer des écoles de journalisme. Et ce que j'ai fait, dès que j'ai pu, en fait, dès que mon niveau d'études me permettait de passer les concours, j'ai passé les concours et j'ai été reçu à Paris, à l'IPJ, donc je suis retourné à Paris. Retourner à Paris. Paris que tu connaissais, ou alors, vu que tu étais dans l'Essonne, est-ce que tu allais souvent à Paris Alors, ou... on n'était pas ce genre de banlieusards qui mettent jamais les pieds à Paris. Mes parents étaient quand même, avaient envie de nous montrer Paris culturellement. On sortait, on allait au théâtre, on allait au Parc des Princes. Ok. Un truc assez vaste et large. Mais bon, je connaissais, je connaissais à Paris comme un banlieusard qui va de temps en temps Ouais, avec ses parents. parce que Voilà. découvrir Paris, même en tant qu'étudiant, particulier, trop Oui, cool. oui, non, bien sûr, c'est le début de la vie vraiment seul, parce que comme j'étais étudiant à Clermont, j'étais chez mes parents en fait. Et donc, oui, c'est la redécouverte de Paris. Et puis les années passent. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis né à Paris et j'ai habité à 500 mètres de là où j'étais né en fait. Ah, drôle. En arrivant, ouais, Ok, très marrant. dans le 11e arrondissement, puisque je suis né en 11e, au métro Couronne, tu vois, vraiment près de Belleville, quoi, en gros. Ouais, Paris. on n'est pas loin, populaire. on a nos bureaux pas très loin pour le coup. Trop bien, je t'invite à reprendre un petit objet. Il y a un truc en mousse. Ah, une bonnette. une de bonnette. radio. On voulait mettre un micro, mais on n'a jamais réussi à trouver un micro qui passe. D'accord. Attends. Bah, ça va, on comprend. Ouais, franchement, là, ça devrait aller. Le micro, pourquoi? On t'a mis le micro, bon, c'est forcément lié à ton métier et tout. Moi, je voulais parler de deux choses. La première, c'était ton passage à la radio. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. T'as fait tes débuts chez Radio France? Ouais. En fait, j'ai en école de journalisme, ça se passait comme ça en tout cas à l'époque, je sais pas. En première année, tu fais que de la presse écrite. En deuxième année, tu découvres les autres médias, la télé, radio. Et dès que j'ai touché la radio, j'ai adoré en fait. J'ai trouvé ça assez fascinant. Donc la télé aussi, mais plutôt reportage d'ailleurs. D'accord. Parce qu'on faisait assez peu de plateaux. Et voilà, donc la radio, ça a été un de mes... je me suis assez vite senti plus à l'aise dans l'audiovisuel, audiovisuel, que Plutôt que à l'écrit. l'écrit, même si j'aimais bien l'écrit. Et donc voilà, il se trouve que dans l'école, on a eu la possibilité, c'était une première dans l'école qui avait pas la réputation qu'elle a aujourd'hui, parce que les PJ maintenant c'est les PJ Dauphine, voilà, c'est assez prestigieux. Mais à l'époque, on n'avait pas accès aux stages de Radio France. D'accord, ok. Et là, l'année où j'étais, on a eu enfin des stages, des créneaux de stage qui se sont ouverts à Radio France. Et j'ai fait partie de ceux qui ont été pris pour partir donc en radio, sur le réseau Radio France, qui s'appelle Ici maintenant. Ok. À l'époque, qui s'était appelé France Bleu, puis à l'époque, ça s'appelait autrement. Et donc, je suis parti à Orléans. Ah ouais. Et donc, j'ai passé plusieurs mois à Orléans comme reporter radio. Et après, j'ai continué à l'issue de mon stage quelques temps et j'avais besoin et envie de revenir à Paris. Donc, j'ai abandonné le réseau Radio France pour revenir sur une petite télé à Paris. La bascule radio-télé se fait à ce moment-là. T'avais pas encore fait de télé avant? En fait, c'est plutôt c'est pour ça que maintenant, il y a des gens qui me disent j'ai envie de faire de la télé. En fait, je comprends en discutant qu'ils ont envie qu'on les reconnaisse dans la rue et qu'on voilà. Et moi, c'est pas du tout la manière dont j'ai abordé la télé. C'est simplement que quand j'ai commencé à faire du reportage télé, j'ai trouvé ça beaucoup plus riche que le reportage radio. En fait, qu'il y ait l'image juste qui parle. En fait, tu as l'impression, assez vite, tu commences et tu as l'impression d'être un super réalisateur. Quoi, ouais. Parce que tu dis, waouh, mais c'est en radio. Des belles cams, voilà. une belle lumière, tout de suite en fait, on est. Moi, j'adore la radio comme élément de direct, d'échange, de discussion. En reportage, je trouve ça un peu plus limité. Tu vois, tu vas avec ton micro, tu vas choper un son, mais voilà. Ouais, ça parle en un télé, peu moins. T'es Spielberg, quoi. Tu dis, voilà, on va tourner ça. Après, t'es au montage. Enfin, et quand j'ai découvert la télé, je me suis dit, waouh, mais c'est ça qui me plaît, quoi. Je trouve ça beaucoup plus riche que le reportage radio, quoi. Donc, j'ai assez vite eu des envies d'aller vers la télé, mais pour ça, pour la richesse du reportage. Ok. Moi, je trouve que c'est toujours super impressionnant pour le coup. Bon, nous, on fait un peu notre truc de notre côté, donc c'est un peu particulier. Mais le peu de fois, on a été sur même la radio, moi, je trouve que, effectivement, quand on l'écoute, il y a un peu moins d'immersion. Mais par contre, je trouve impressionnant le plateau radio aussi, moi, je trouve. Quand tu vois toute la régie avec toutes les télés derrière, parce qu'en plus maintenant c'est filmé, c'est aussi un peu la particularité. Alors, c'est presque une... Après, une régie radio par rapport à une régie télé, c'est quand même vraiment tout petit. En fait, pas grand-chose. Mais moi, ce que je trouve magique dans la radio, c'est peut-être un peu au contraire de ce que tu ressens toi, c'est
la facilité, en fait, surtout aujourd'hui avec les moyens modernes, parce que moi, je te parle d'une époque où quand Ouais. tu étais en reportage à l'extérieur, pour diffuser ton sujet, tu avais un énorme enregistreur qui s'appelait un Nagra, c'est un truc professionnel. Donc il fallait, pour l'envoyer, si par exemple tu n'avais pas le temps de rentrer, il fallait que tu l'envoies. Il fallait que tu sonnes chez quelqu'un qui t'ouvre sur ta gueule. Tu lui expliques que tu avais besoin d'un téléphone. Tu prenais un téléphone fixe, hein, bien sûr. Ouais. Tu prenais son écoute, son truc là. Tu commençais à le démonter. Le gars, il se disait, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Tu mettais un espèce de truc à l'intérieur. Tu branchais ça à ton Nagra et tu pouvais envoyer un son. Donc, voilà. Donc, c'était quand même d'une souplesse relative. on va Ouais, dire. pas trop de flexibilité. Fallait que tu anticipes quand même. Tu disais, je fais un truc pour le journal de 13h. Faut que j'ai fini à midi le temps que je trouve quelqu'un pour m'aider à Qu'il diffuser. soit convaincu que tu démontes son truc Voilà, devant exactement. lui. Bon, aujourd'hui, tu fais un direct au téléphone. Donc aujourd'hui, il y a cette espèce de liberté totale. La radio, t'as un truc, t'es en direct à l'antenne dans la seconde. Ouais. Et le truc qui me fascine, c'est les voix, enfin la magie des voix. Moi, j'aime bien. Il y a des gens que j'écoute depuis toujours, je connais pas leur physique, et c'est pour ça que j'aime pas trop la radio filmée, parce que Ouais. ça casse Même la l'imaginaire, magie. c'est un peu comme Voilà. quand tu lis un livre. Parfois, Exactement. t'as pas envie d'aller voir le film Mais qui ouais, est lié parce que tu t'es fait un peu une idée Et de puis, tu sais, quel quand était tu ce monde. ça t'arrive aussi d'avoir quelqu'un au téléphone régulièrement, mais tu l'as jamais vu en fait. Mm. Et tu te fais une espèce d'image mentale Ouais. que tu pourrais pas dessiner, mais qui appartient à l'imaginaire. Et c'est puissant dans la radio. Ouais, Et c'est vrai. c'est pour ça que moi, j'aime pas savoir à quoi ressemblent les gens, tu vois. Mais je trouve ça fascinant de parler à un micro en studio et de se dire que les gens t'écoutent dans une bagnole, dans les embouteillages. J'ai eu la chance là, de faire une émission tout l'été sur Europe Eh ouais, 1. j'allais en Et venir. en fait, c'était le samedi matin de juillet à août. Et donc, j'ai eu plein de potes qui m'ont dit j'étais dans un embouteillage. Voilà. Et j'adore ce côté. Ouais, puis accessibilité simple. aussi. On n'a pas Accessibilité besoin d'une directe. télé et tout. C'est Ouais, vraiment dans exactement. les voitures et tout. J'allais y venir à ce format que tu as fait qui s'appelait Formidable Échec. Ouais. Ça sortait un petit peu de ce que tu fais d'habitude, en tout cas autour du foot et tout. Est-ce que Ouais. c'est une envie qui vient de toi? Est-ce que justement tu as envie de t'ouvrir à d'autres choses, d'autres formats? Oui, ben, je savais, disons que j'avais donc cette envie de revenir un peu aux médias radio, Ouais. pas d'arrêter la télé pour la radio, mais de retrouver ce plaisir de la radio. Il y avait le plaisir, l'envie aussi de ce qu'on fait là, de dialoguer, de discuter avec des gens inspirants. Ouais. Et c'est vrai que dans le sport, quand tu travailles dans le sport, et notamment dans le foot, dans les sports comme ça qui sont assez puissants, ton bonheur, tu vas le chercher dans la force de l'événement. C'est-à-dire qu'une finale de Ligue des Champions, c'est vraiment un vrai événement. Tu fais pas semblant d'être sur un vrai Ouais, bien événement. sûr. Tu vois, voilà. Mais les relations avec les acteurs, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps. Aujourd'hui, c'est des conférences de presse, tu rencontres plus trop les joueurs. T'as pas ils n'ont pas grand-chose à te donner en dehors de ce qu'ils te donnent sur la pelouse, tu vois. Donc, en fait, j'avais envie de me nourrir comme ça de choses plus enrichissantes, Humaine aussi. humaines, voilà, de rencontres humaines. Et donc, comme Europe 1 fait partie du groupe Canal, j'ai eu cette opportunité de faire des podcasts dans un premier temps qui sont devenus des émissions pour la grille estivale D'accord. et qui vont maintenant continuer en podcast. Et j'aimais bien, donc ça s'appelle La Formidables Échecs Formidables Échecs, en pluriel. ouais. Parce que j'avais envie aussi de sortir de ce discours ambiant qui laisse à penser aux gens que les gens qui réussissent dans l'un domaine, ils sont trop forts, c'était évident, ils allaient réussir, etc. Non, en fait, tout le monde a des difficultés dans son parcours, tout le monde a des moments où il s'est dit waouh, je vais pas y arriver, là, ce que je viens de faire comme erreur, c'est mort. Et je voulais creuser plutôt ça, plutôt que les gens soient en promo et nous parlent de ce qu'ils ont fait de bien. Creuser plutôt ce qu'ils ont raté Ouais. et ce qu'ils en ont tiré comme richesse, finalement. C'était un peu le principe de l'émission. Ouais. Est-ce que c'est un rapport à ce que toi tu as vécu aussi? Est-ce que tu as eu envie aussi de montrer aussi ces échecs qui sont absolument pas des faiblesses ni rien, mais juste dire, bah en fait, tout le monde est humain, bien il n'y sûr, a mais- aucun parcours tracé, comme Non, tu bien dis. sûr, bien sûr. Bah, tout le monde se plante à un moment donné. Alors, il se trouve qu'il y a des plantages. On parlait des gardiens de but tout à l'heure. Toi, il y a un plantage de gardien de but, c'est plus visible. Même si, imagine un jeune joueur de 18 ans qui joue son premier match pro, qui se plante.
c'est plus visible qu'un gars bien qui, sûr. à la compta, fait une petite erreur sur le. Ouais, bien s'il sûr. fait une erreur de 3 virgules, ça peut. Oui, aussi- attention hein, en fonction des responsabilités. mais globalement, les métiers exposés sont plus difficiles à assumer quand tu fais des erreurs. Or, Ouais. quand tu es jeune, et pas que quand tu es jeune, mais enfin, en tout cas, sur le parcours, quand tu es jeune, tu fais fatalement des erreurs. Et aussi plus tard, tu en fais. Donc il faut essayer de dédramatiser les erreurs et essayer de rebondir sur les erreurs qu'on fait, sur les échecs. Ouais. Parce que si tu te terrasses quand tu te plantes, ou si on te terrasse, si on te fracasse sous le prétexte que tu t'es planté. D'autant plus avec les réseaux sociaux maintenant Oui, et voilà, tout. Mais... bah, ça c'est un des trucs, effectivement, les réseaux sociaux, les gens sont définitifs, Cash, péremptoires. ouais, c'est... Ils vont juger quelqu'un qui fait ça sur une prestation, sur 10 secondes. Ils vont décrédibiliser quelqu'un qui a une légitimité évidente sur un sujet parce qu'il va faire une petite lapsus, je sais pas, Ouais. et on va le dessouder en disant ce gars-là connaît rien, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. C'est Puis assez effrayant. au-delà de ça, en fait, même presque peu importe ce que tu dis, il y aura toujours des gens qui seront dans l'autre camp, je veux dire, qui diront bah non, en fait, ça c'est pas crédibilisant ou alors c'est faux, parce qu'en plus, bon, sur des sujets qui sont les tiens liés au sport, il y a quand même aussi pas mal de subjectivité. Je veux dire, les gens ne sont pas objectifs parce que. Bien sûr. Mais en fait, ce qui me frappe dans cette époque, c'est que, ou en tout cas, l'impression qu'on peut en avoir en lisant les réseaux sociaux, parce que c'est peut-être pas l'époque dont on parle, mais plutôt de ça, c'est les gens n'acceptent pas la diversité de points de vue et d'opinions. Ouais. C'est-à-dire que tu vas dire dans un truc digital que tu trouves que, pour moi, que j'ai n'importe quoi, que Lewandowski est meilleur que Mbappé ou l'inverse, les gens vont te dire quoi, mais t'es vraiment mieux à nul, mais tu connais rien au foot. Ouais. Moi, je peux rencontrer c'est un plein point de vue, je veux dire. C'est un point de vue, et je peux te trouver 10 mecs qui pensent ça et 10 qui pensent l'inverse. Enfin, et voilà. on est arrivé à un moment où tout, notamment sur les réseaux sociaux, tout est polarisé. C'est-à-dire c'est soit blanc, soit noir. Ouais, c'est ça. Et il peut pas y avoir un entre-deux, ce qui est dommage, parce que la nuance, c'est important. Ouais. Et moi, j'essaye d'être un représentant de la nuance. Ouais. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Ouais. Pour le coup, c'est pas évident. Je te laisse. Ah, je voulais juste mentionner avec le micro, parce que c'est en plein dedans en ce moment, en pleine diffusion de la série Au Micro. Ah oui, t'as bien fait d'en parler, je me serais fait engueuler. Au micro, effectivement, l'émission Au Micro sur Canal, saison 2. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement le concept ? C'est une émission qui propose de recruter dans la société civile quelqu'un qui va devenir commentateur de foot sur Canal. Ouais. Donc on fait un appel à candidature spontané. On a des milliers de gens qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas fait ce métier parce que leurs parents trouvaient que c'était pas un métier ou parce qu'ils sont passés sur autre chose, etc. Et qui se disent depuis longtemps j'adorerais faire ça quand même. Et donc on leur propose une deuxième chance. Et donc il y a des finalistes, c'est un peu comme les émissions que tu as pu voir dans le rap, dans la musique tout simplement. Et donc plusieurs étapes. Je suis un des membres du jury avec leur boulot David Ginola. Et le vainqueur gagne un contrat à Canal. Donc là, c'est incroyable. Le vainqueur a gagné son contrat et il est resté avec nous. Alexandre Araujo, il continue de commenter des matchs. Il fait partie de l'équipe. Il y en a même d'autres qui ont intégré. Il y en a même ceux qui n'ont pas gagné. Alexandre Araujo est quand même un peu plus en avance. C'est normal. Hein, c'est vainqueur. Et puis la saison 2, je ne vais pas donner le vainqueur. Parce que pour ceux qui ont envie de le consommer maintenant, même si le programme entier est disponible, donc voilà, Au Micro. Donc, c'est une aventure. Ça fait partie aussi de ce dont tu parlais, ce pas de côté, d'avoir l'envie de faire des choses qui m'amusent. C'est ce que je me disais aussi. Je me disais, j'ai l'impression que tu es dans un moment où tu as déjà fait plein de choses dans ta vie. Et c'est vraiment un rapport au faire des choses qui te font vibrer, toujours se renouveler aussi. Exactement. C'est pas une course à la reconnaissance, à l'audience, à je ne sais quoi. C'est l'envie de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et quand un truc me fait plaisir, envie, j'y vais. Ouais. Est-ce que tu as pensé à un moment, bon, j'imagine très jeune, non, mais est-ce que tu as senti les choses venir, je veux dire, de dire, purée, je commence à toucher un truc qui est vraiment exceptionnel et c'est presque la vie que j'avais envie de mener
Je sais pas si tu te poses ce genre de questions comme ça, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est quand je suis rentré à TF1, parce que j'ai été recruté par TF1 à 23 ans, ma vie a basculé quand même dans un truc. Les premières années, là, c'était. J'arrivais le lundi à La Réunion et on me disait bon, bah, tu vas aller à Milan, à San Siro, Incroyable. ah, tiens, Ouais. tu vas aller à Bernabéu, ah, tu vas aller, ou même tu vas aller à l'Abbé des Champs à Auxerre, tu vas aller à Marcel Picot à Nancy, tu vas aller à Francis Levasseur à Laval. Et en fait, tout ça, c'est des noms qui. On parlait de radio, j'écoutais le multiplex, j'écoutais les émissions de radio dans mon lit, j'étais gamin. C'est des noms qui me faisaient rêver, en fait, tu vois, et où Complètement. je n'étais jamais allé, mais Geoffroy Guichard, tout ça. Enfin, et en fait, tout à coup, tu commences ta vie professionnelle et on te dit, c'est tous les lieux là qui te faisaient rêver, qui te font rêver depuis 20 ans, bah tu vas y Tu aller, vas y- tu vas chaque faire des petits semaine tu vas y reportages. aller. Première fois Incroyable. que tu vas à Metz, première fois que tu vas. Puis c'est bête, mais tu vois, le stade, tu connais le rectangle vert, et puis là tu vois l'environnement, où c'est situé dans la ville, la tribune. Ouais, ouais. Enfin, et donc en fait, Toi, tu oui. découvres, en Ouais, fait. Tu et là, découvres. là, tu te dis, pour répondre un peu à ta question, oui, waouh, c'est super, c'est un peu ce dont j'ai rêvé. C'est plutôt ça, ce côté un peu découverte de choses. Et ensuite, Est-ce que tu as une image aussi du premier joueur de foot que tu as côtoyé ou bah, interviewé, par exemple? j'allais t'en parler justement. Alors moi, je suis pas dans un délire fan, tu vois. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que le hasard de la vie m'a fait ensuite plutôt travailler avec eux, parce qu'ils avaient plutôt arrêté leur carrière d'ailleurs. Travailler avec les idoles de ma jeunesse, enfin Ouais. tous les joueurs du Grand Saint-Étienne, de l'équipe de France, de Platini, etc. C'est venu naturellement en fait, parce que ça devient tu vas, tu vois Oui, que c'est oui. les gens normaux et tout. Mais c'est plutôt si tu te remémores, tu te dis, quand j'étais gamin, quand je regardais France-Allemagne en 82, là, si tu m'avais dit que sur ces 13 joueurs, il y en a 9 avec qui t'allais avoir ça allait Ouais, être c'est des gens que tu incroyable. connais bien, etc. Oui, bien sûr que C'est- Ce qui est marrant, c'est. j'aurais pas cru. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là aussi. Quand tu vois quelqu'un que tu as vu beaucoup à la télé, en réalité, très vite, puisqu'il y a un contact humain, la barrière saute parce Oui, que bah, ça n'a rien. Mais c'est plutôt quand tu reviens et que tu te dis, attends, là, le gars avec qui j'étais, c'est ce mec-là qui jouait au mhm. moment où, je sais pas, j'étais avec mon frère en Ouais, train de regarder la télé. ouais, C'est plutôt ce truc-là, de dire, ouais. c'est étonnant que ce soit la même Hmm. personne. Je suis d'accord avec toi pour dire que quand tu fréquentes les gens, quels qu'ils soient, tu t'aperçois que c'est des humains normaux et que. Mais tu veux que je te dise, la rencontre qui m'a fait le plus, c'est cet effet waouh rétrospectif dont tu Vas-y. parles. Alors, t'es un peu trop jeune, et ceux qui nous regardent sont peut-être un peu trop jeunes, mais donc pour la faire rapide et courte, il y a un match mythique de Coupe du Monde en 82, demi-finale de Coupe du Monde, où la France joue contre l'Allemagne, ça se passe mal, on mène 3-1, on fait 3-3. Je vois où Et le tu vas m'emmener. gardien, voilà, Harald Schumacher, démonte Patrick Battiston, il le fracasse, il l'envoie à l'hôpital, et il est odieux pendant tout le match. Il devient ennemi public numéro 1 en France, vraiment. Enfin, les gens le haïssent, il se fait siffler partout, il a la protection policière et tout. Enfin, c'est un Tu mec. sais que j'avais l'anecdote prévue pour te lancer Ah dessus, bah hein. voilà, et donc bah, toi, elle vient tout seul. Et en fait, ce mec-là est le mec que tout Français déteste le plus. Et moi, donc, 30 ans plus tard, je fais un reportage, un documentaire autour de ce match-là. Et j'essaye d'avoir Schumacher et on arrive à négocier une interview. Et je vais en Allemagne, il m'ouvre la porte, je vois, pour la petite anecdote, qu'il a bossé un peu sur moi. C'est con, il me dit, alors, t'étais gardien de but, j'ai vu. Et tout, Ah, marrant. bah, c'est marrant, tu vois. Je lui dis, ouais, j'ai essayé. En tout cas, il me dit, ah, moi aussi, j'ai essayé. Je dis, ouais, bah, t'as un peu mieux réussi que moi, quand même. Et en fait, on discute très amicalement. Enfin, il est avec sa femme, là. Et là, pour le coup, sur le moment, je suis avec ma Ouais. tasse de thé et je me dis, putain, si, si tu m'avais dit qu'un jour, Ah, c'est incroyable. j'allais prendre le thé dans le salon d'Harald Schumacher, moi qui, comme Ouais. tous les gens du monde, avait la bave aux lèvres dans les années 80 en disant, ah, ce mec-là, quel salaud et tout. C'est un truc de ouf, tu vois. Enfin, voilà, Ouais, puis là, t'as un choc de réalité où tu Ouais. te dis, bah, en fait, Et puis juste tu vois que ce type-là. le temps apaise tout aussi, déjà, Oui. tu vois, quand même si à la suite du documentaire, de la diffusion du doc, il y a quand même plein de gens il y a
Bon, il y a des gens qui vont dire bon, ouais, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, des explications et tout. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit moi j'ai pas regardé, je peux plus regarder parce que il y a lui, je peux pas le voir. Mais aussi parce que, en fait, le foot, c'est tellement de souvenirs qui sont forts. On est attaché à certains joueurs, parfois on l'explique pas trop, et on déteste aussi certains autres joueurs et on l'explique pas tellement non plus. Après, tout ça est lié beaucoup à l'enfance. Hein. Ouais. Je pense que ce qu'on vit enfant, ado et tout, c'est beaucoup plus puissant en termes d'attachement et de réaction affective. Complètement. Parce nous, on vit avec beaucoup plus de recul, encore plus quand on travaille sur la matière. Moi, ce que j'ai vécu comme journaliste, j'ai moins de... c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai les souvenirs, je suis intarissable sur les souvenirs de matchs de mon enfance. Des fois, il y a des finales de Ligue des Champions. Je sais même, on me dit tu l'as commenté, on met une archive. Je dis ah bon, aucun souvenir, tu vois. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais c'est vrai que les souvenirs liés à l'enfance restent beaucoup. Moi, je sais pas, j'ai des attaches à des joueurs où quand je parle avec les gens, ils n'ont pas du tout eu la même attache à ce truc-là. Moi, avec mon frère, on jouait au foot dans le jardin et on se donnait des noms de joueurs et Dans tout. le jardin à Dunkerque. On n'était pas vraiment à Dunkerque, on était dans la campagne. On avait un jardin avec 2 buts de foot. C'est pas trop froid? Non, franchement, ça allait. Mais on sortait et on faisait gardien ou joueur. Et moi, j'avais un truc avec Dida. Et j'ai toujours eu un truc avec Dida. Ouais. Ah, d'accord. En fait, je m'appelais Dida parce qu'on jouait sur PES. Moi, j'étais toujours le Brésil et mon frère la France. Ouais. Et je sais pas, j'ai toujours eu une attache à ce joueur-là. Et en fait, quand je parle aux gens, il n'y a jamais d'attache à ce joueur. Genre vraiment pas, quoi. À part quelques bévues. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est assez marrant. Bah, tu peux prendre le prochain objet. Je plonge ma main. Je me demande ce que tu vas prendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'essaye de... C'est une espèce de petite figurine. Ah. Tiens. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque? Faut peut-être un peu plus creuser, là, j'avoue. Donc c'est une figurine de Mickey. Ouais. On est peut-être allé un peu loin, mais j'ai 2 anecdotes là-dessus. Qu'est-ce que la première, c'est... il me semble que tu as une anecdote avec Disneyland. Ah ouais, c'est vrai, ouais. À quelqu'un que j'ai croisé à Disneyland, c'est ça? Oui, je suis allé. Alors, je suis allé de temps en temps dans ma vie à Disneyland. et à un moment donné, je me suis retrouvé. J'avais la chance d'avoir un peu un privilège, d'être un peu escorté et tout. Et en attente, parce il y avait 2 personnes qui s'occupaient de personnalités avec des guillemets, en ce qui me concerne en tout cas, puisque la personne, c'était José Mourinho. Incroyable. Qui était avec sa femme et sa fille. Ça fait longtemps, hein, la fille était petite. Et donc voilà. Donc j'ai. Si je veux me faire mousser, je vais dire je suis allé à Disneyland Paris avec José Mourinho. Voilà, mais lui, il ne s'en souvient pas. Ok. Trop bien. Et la deuxième chose, c'est que Mickey a des grandes oreilles, et du coup, ça nous faisait penser à la coupe aux grandes oreilles. Ah oui, ouais, t'as cherché loin là, ouais. D'accord. Non, c'était pour juste, donc là, on est tout début octobre. On sort d'une belle semaine de Ligue des Champions. C'est toujours autant un plaisir pour toi à commenter, enfin à accompagner en tout cas. Oui, parce que tu sais, le foot, il y a des gens qui me demandent. En fait, déjà, c'est une question qu'on pose pas trop à un médecin. On dit, t'en as pas marre d'être médecin depuis 25 ans, peut-être de temps en temps, mais globalement, il continue. Mais surtout, le foot, c'est de l'actu, et l'actu, ça se réinvente constamment, en fait. Donc, les saisons passent sans que tu t'en rendes compte, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours de l'espoir aussi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on va vivre? Assez souvent, d'ailleurs, t'es plus souvent déçu que transporté positivement, d'ailleurs. Mais c'est la force d'un match de foot. Quand tu vas voir un match, tu te dis toujours... Quand tu vas voir un film, tu sais à peu près l'émotion que tu vas voir. Des fois, Quoique. Ouais, tu peux être surpris, mais globalement, tu dis, bon, ça, c'est un bon petit film qui va être sympa. Ou alors, tu dis, là, je m'attends à un chef-d'œuvre. Tu peux éventuellement être un peu déçu. Mais un match de foot... ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Voilà, mais tu as très souvent l'espoir que ce soit un match waouh. Et c'est 8 fois sur 10 plutôt déceptif. Surtout quand tu es neutre, en fait, parce que quand tu es impliqué, c'est différent. Mais globalement, ça peut toujours arriver, quoi. Donc, et la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition qui est spéciale, incroyable, voilà. Et on a vécu en dehors de toute partialité avec l'aventure de Paris l'an dernier. Ça nous a fait vivre des trucs de dingue. Ouais, ça nous a tous transportés d'ailleurs. Voilà. En France, on a été beaucoup. Voilà. Et donc, moi, j'ai connu aussi la Ligue des Champions. Je travaillais déjà quand Marseille était champion d'Europe. Là, cette année, on a la chance d'avoir, outre Monaco, et Paris et Marseille. Donc,
ça nous promet des soirées qui vont être vraiment sympas. Surtout avec le nouveau, je vais récupérer ça, surtout avec la nouvelle formule, ça nous donne des matchs, de toute façon là on le voit. Octobre, on a déjà des PSG Barça, c'était pas le cas avant. Et puis aussi des matchs plus inédits qu'on n'avait pas, et puis surtout un suspense. Paris a failli passer à la trappe l'an dernier, et là on sent que ça va être chaud. Il y a quand même, je crois qu'il y a que 8 équipes qui ont gagné lors de matchs, ce qui n'est pas beaucoup sur 36. Donc ça risque d'être serré. Ça peut être serré, ça peut être passionnant. Excellent. Ça le sera. Je te laisse piocher le prochain. Il n'y a plus grand chose, Faut que il y en a moins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est peut-être un peu gros. C'est une tasse. Un mug. Alors, est-ce que tu peux nous le décrire? Alors, c'est un mug bleu du Chelsea Football Club. Exactement. Club londonien, champion du monde des clubs d'ailleurs. Exactement. Voilà, et que je suis censé ne pas trop aimer. J'imagine que tu veux que je raconte une anecdote qui m'est arrivée à Stamford Bridge. Exactement, ça me mène là-dessus. C'est un peu le temps anecdote là, t'as chopé un peu les objets anecdotes. Ok. C'était, j'ai pas l'année en tête, mais c'était un des innombrables Chelsea PSG. Mon fils aîné était étudiant à Londres, et donc quart de finale retour entre Chelsea et le PSG, et donc j'ai la possibilité d'avoir des places, j'achète des places. Mon fils étant à Londres, je lui dis on va y aller ensemble. Et c'est le fameux match, tu sais, où Thiago Silva marque de la tête en prolongation. Et on est dans une tribune normale, quoi. On est entouré d'ailleurs des Français, des Anglais, tout se passe bien. Enfin, vraiment une ambiance c'est sympa. Cool, sympa. Et le match commence, Chelsea marque, c'est un match où Ibrahimovic prend un rouge aussi. Et bon, bref, sur la fin, je crois que c'est Cavani, mais je suis pas sûr à 100%, égalise. Et donc mon fils, qui est plutôt supporter du PSG, se lève. Et il crie, il est content, quoi. Voilà, et puis moi aussi, je suis plus pour Paris que pour Chelsea, quoi. Donc un but à un quart d'heure de la fin, on se lève, on fait yeah, mais vraiment, on n'est pas non plus, on n'a pas de fumigène, on n'est pas comme des dingues, quoi, tu vois. Et on se rassoit, tout. Et au bout de 3 minutes, il y a des stewards anglais, enfin de Chelsea, qui arrivent, qui nous dit vous avez manifesté votre joie sur le but. On dit ouais. Et là, ils nous expliquent ça pose un problème de sécurité. On voit pas où est le problème de sécurité, mais enfin, on dit ah oui, ok, d'accord, non, bon, ok, pardon. On se calme, quoi. Il dit non, enfin, on se calme. Vraiment, franchement, on n'avait pas été fou, tu vois. Et donc là, le gars dit ah non, mais vous pouvez pas rester là pour des raisons de sécurité, etc. On va vous sortir de la tribune. C'est quoi votre délire? Regardez, les gens devant, ils voient bien, on parle français depuis le début, ils voient bien quoi. Et donc le gars nous demande notre billet, on donne le billet, il nous le prend, et là il nous prend en manu militari, il nous sort de la tribune, et on se rend compte qu'il y a 50, 60 Français qui étaient au stade. En plus, Londres, c'est une ville française, et il y a beaucoup de Français qui habitaient Londres, qui, pareil, sont des purations ethniques de la tribune, qui se font sortir. Donc, alors les Anglais, c'est particulier quand ils ont décidé ils sont extrêmement froids et cliniques. Et donc, ils nous expliquent qu'on doit sortir parce qu'on a eu une attitude inappropriate. C'est fou. Donc, on se retrouve dans une espèce de cellule. Le mec me demande mes papiers. Je dis non, je ne vous le donne pas. Expliquez-moi le délit que j'ai fait avant de vous... Et je vous les donnerai, mais donc le gars, il y a des gens qui me reconnaissent, ils m'interpellent, qui me disent monsieur, tu veux faire quelque chose pour nous? Je dis non, je suis dans la même cellule que vous, donc je peux rien faire. Et voilà. Et donc on est là, on entend un bruit. Entre-temps, de joie, c'est Hazard qui a marqué un penalty. On se dit waouh, 2-1, merde, c'est mort. Mais peut-être qu'ils vont se détendre. Ouais, mais non. Et finalement, ils nous ont laissés sans surveillance, et donc on s'est échappé, tranquille, on est sorti de l'espèce de cellule, c'était pas une cellule, j'exagère, une espèce je fais de du salle. Storytelling, tu vois, mais une salle, quoi. On sort, et on essaie de réaccéder à un truc, on voit le match, là on nous rechoppe en nous disant non, et tout. Du coup, on sort du stade. Il y a 2-1, et là on voyait des bars où c'est marqué Chelsea fans only partout, donc là pour le coup des raisons de sécurité, peut-être on rentre dans le bar parce qu'on voulait voir la fin du match, et donc là on se retrouve debout dans un pub avec des mecs avinés, tous supporters de Chelsea bien sûr,
Et c'est à ce moment-là que Thiago Silva marque ce but tellement important c'est la première fois que Paris élimine un gros en fait. Hein. Et donc nous, pour des raisons de sécurité, quand Thiago Silva marque, on a fait non. Non, c'est pas possible. Non. Oh non. Oh. Voilà, donc on a simulé ça. Et vous étiez combien? Vous étiez... Avec mon fils et moi. Ah oui, que vous deux. Je pense que si on avait... Là, on était en danger pour le coup. Voilà. Et donc on est sorti. Et donc avec quand même vraiment les boules, heureusement que ce but, le premier qui nous avait valu expulsion, a été marqué en fin de match, parce que ça aurait été des buts, ça aurait été pareil. Et depuis, parce que c'est des places que j'avais achetées tout à fait régulièrement, vendues par l'UEFA, etc. Donc, toi, il y a pas de... J'avais tout à fait le droit d'être là. Ouais, c'est pas une revente. Non. Et puis même, si c'était une revente. Et depuis, je sais que d'autres supporters ont vécu, notamment dans les stades anglais, ce type de désagrément. C'est fou. Je trouve ça gravissime, quoi. Considérer que on peut pas être dans une tribune... c'est un non-sens, parce que tu peux te retrouver un peu dans la ville, comme ça. Surtout qu'encore une fois, il y a énormément de Français à Londres. Et puis Mais tout se passait bien, les gars étaient c'est ça, sympas. en fait, c'est ça, surtout ça Il y avait le souci. zéro sujet. Ouais. C'est que si ça avait dégénéré parce que vous aviez manifesté votre joie et que ça avait dégénéré, je sais pas. Oui, voilà, c'est des choses qui arrivent parfois où les gars sont trop démonstratifs. Ouais, voilà. Mais là, franchement, les gars, on n'avait rien à faire. Donc voilà, donc Chelsea. Drôle d'anecdote. Ouais. Avec ton fils, c'est ça? Ouais. Ok. Autre anecdote, avait travaillé pour la Gazette de Chelsea pendant quelques mois. Maintenant, il fait quoi? Pendant qu'il était à Londres. Et les journalistes aussi. Ok, trop bien. Écoute, je te laisse aller sur le prochain. J'ai l'impression que je sais ce que ça va être. Par élimination. Alors, je crois que c'est une autre photo. Ah, il y a une autre photo. Il y a une autre photo. Ah. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu vois? J'ai vu que tu avais mis... je vois deux personnages de Kaamelott. Kaamelott, exactement. Kaamelott, je suis fan absolu. Voilà. Pour moi, c'est dans le degré de ce qui me fait marrer, c'est là, très très haut. Avec OSS 117 aussi. Ah, très marrant. Ouais. Voilà. Mais Kaamelott, je m'étouffe de rire. En fait, je trouve ça extraordinaire. On l'a mis parce qu'on savait que t'aimais beaucoup. Mais moi, j'avais envie que tu me donnes envie de regarder. J'ai jamais regardé Kaamelott. T'as jamais regardé Kaamelott? Ah, moi, je l'ai regardé tardivement. Hein. Je l'ai pas regardé quand c'est sorti, en fait. C'est absurde, c'est brillant, l'écriture. Astier est un génie. C'est joué... Enfin, après, tu sais, l'humour, franchement, c'est personnel. Hein. Subjectif, ouais. Mais voilà, pour moi, c'est la manière de jouer, l'écriture, tout, c'est... c'est tout ce qui te fait marrer. Ouais, vraiment. Okay. Voilà, je peux pas te dire ouais, non, mais je comprends. Regarde et tu verras. Je comprends. Et j'avais envie de rebondir aussi. Tu nous parlais du cinéma avant. Je crois que tu as fait une apparition dans un film d'Hakim Gemili, il me semble. Ouais, alors... Est-ce que tu as des envies? Est-ce que ça te donne envie? En fait, c'est marrant parce que je sais que je suis crédité sur un film d'Hakim Gemili, mais où j'ai juste fait une voix, en fait. Ah, ok. Enfin, c'est une voix, mais c'est plutôt une voix, d'ailleurs. En expérience... Alors, j'ai joué dans un film de zombies. Ok. J'aime bien dire ça. C'est une très belle anecdote, ça. Voilà. J'ai pas le titre en tête, hélas. C'est un film de zombies dans le milieu du foot. Ok, et c'était quand? C'est très drôle, c'était il y a 7-8 ans. C'est dommage que j'ai pas le titre. Si tu le retrouves, tu pourras le... Je le remettrai en voix off. Voilà. Et en fait, c'est des zombies qui attaquent dans le milieu du foot amateur et tout. Et à un moment donné, il y a alors, j'ai pas de scène avec les zombies, hélas, hein, mais c'est une reconstitution d'un CFC, en fait, où je suis avec... une journaliste, on parle de ce problème de zombies, en fait, voilà. Ça, c'est mon truc. Et ensuite, j'ai surtout joué dans La Fièvre, la série de Canal, où je joue le rôle de Hervé Matou. Ouais. Ils ont fait un casting, j'étais le plus proche du personnage. Visiblement, un sosie parfait. Voilà. On parlait de de cette envie de faire des choses qui m'amusent et qui m'ouvrent des portes. Oui, ça fait partie de ça. J'adore, en fait, j'aime bien. J'ai fait un peu de doublage aussi sur un film d'animation. Ok. Donc, oui. Ouais, ça fait partie un peu de... T'as aussi envie de faire plein de choses, t'amuser. Oui, voilà. Je vais en profiter pour... C'est moi qui vais prendre l'objet, là. Parce que c'est un peu en lien avec ce qu'on est en train de dire. D'accord. Je vais voir si je peux Rien pas que... le choper. À tâtons, il va le reconnaître, il est très fort. C'est bon, c'est là.
Ah bah oui, c'est un peu en lien, oui, bien sûr. Enfin, C'est quand même en lien sur la voie, on va dire. Plus ou moins sur la voie, ouais. C'est FIFA 09. 09, putain, c'est un collector celui-là. Eh oui, sur PSP celui-là. D'accord. Et sur FIFA 09, c'est la première fois, je crois, que tu fais les commentaires de foot. Peut-être, j'ai pas de bonne mémoire il me semble, de date. Il me semble. C'est soit 08, 09, mais c'est possible, on va dire que c'est 09, puisque j'ai trouvé celui-ci. Pour me donner un peu de crédibilité. J'ai quand même fait une vingtaine d'années, enfin pas une vingtaine d'années, mais ouais, avec les jeux spéciaux, Coupe du Monde, Euro, etc., j'en ai fait plus de 20. Ouais, quelque part, c'est une forme d'interprétation, parce que alors bien sûr, c'est évident de mon métier, mais en fait, quand tu fais des séances d'enregistrement, tu dois passer d'une émotion à l'autre de manière très resserrée. Parfois, tu as 10 émotions, 10 phrases improvisées de joie absolue. Comment ça se passe? Tu as un prompteur? Non, tu n'as aucun texte. Si, tu n'as pas de prompteur, tu as un texte écrit, plus ou moins, dont soit tu le lis, soit tu t'en inspires. Okay. Parfois, tu as une intention qui t'est donnée. Par exemple, l'équipe dominante est menée à la mi-temps. Quelle déception. Donc, tu as une phrase qui t'est proposée, mais il faut que tu en improvises 10 autres. Oh, c'est dur comme exercice. Ouais, ça peut être dur. Parfois, il y en a qui sont écrites, mais il faut les mettre un peu dans ta voix, tu vois, parce que c'est un peu souvent de la traduction de l'anglais. Et donc, en fait, des fois, à la fin, le temps, je débitais un peu, toi, donc j'allais vite. Donc, tu fais 10 phrases d'enthousiasme, 10 phrases super tristes, 10 phrases de suspense. C'est particulier pour le coup. Donc voilà, bon, c'est du travail de voice-over, quoi, voilà, mais avec peu une part d'interprétation, quelque part. Est-ce que c'est, je sais pas si tu joues à FIFA ou ton fils joue à FIFA et tout, mais est-ce que c'est bizarre de jouer avec ma voix? Pour le coup, de s'entendre sur un jeu ou alors je joue pas assez pour. Alors mes enfants ne mettaient pas leur père, ils enlevaient la voix, soit ils mettaient anglais, soit rien. Et quand ils me demandaient de jouer avec eux, je suis nul, vraiment, je suis archi nul. Quand je jouais avec eux de temps en temps, je leur demandais de mettre ma voix, non pas pour me faire le plaisir, mais pour voir quand même l'expérience. Qu'est-ce que ça donne et voir un peu des axes d'amélioration, ou sur. J'avais envie de. Parce que c'est quand même très théorique quand tu commentes, quand tu fais les voix, tu sais pas, bien sûr, tu vois pas de jeu, etc. Donc je voulais voir un peu comment ça sortait, bien sûr. voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc j'avais plutôt envie de ça. Donc, est-ce que ça fait bizarre? En fait, pas tant que ça, bizarrement, parce que c'est un peu ton métier pendant 15 aussi. ans, j'ai joué que avec ma voix. Donc, c'est vrai. Ouais. Okay. Mais je joue pas beaucoup, en fait, je suis pas un gros gamer. Ok, alors, moi je pense que c'est peut-être le moment de passer au petit quiz. Écoute, Hervé Matou, on est parti pour le quiz. Allons-y. Quelques questions. Quiz chez toi, c'est normal. Oui, c'est normal. Ouais. Tu as 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Ok. Et c'est parti, top. Quel joueur a marqué les 2 buts en demi-finale de la Coupe du Monde 98? Thuram. Qui a peint La Nuit étoilée? Van Gogh. Exactement. Quel joueur détient le record de buts en Ligue 1? En Ligue 1? Ouais. Delionis. Exactement, l'Argentin. 299 buts. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Mars. En quelle année le PSG a-t-il été fondé? 72, je dirais. On n'est pas loin, 70, 70, ouais. 70, ouais. Quel pays compte le plus grand nombre de pyramides au monde? Un peu de technique. Il y a un piège ou pas là? Il y a un piège. Donc c'est pas l'Égypte. Et tu peux dire je passe si tu préfères passer. Je passe. Perdons pas de temps parce que... Quel est le surnom de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Les éléphants. Exactement. En quelle année est tombé le mur de Berlin? 89. Quelle équipe a remporté la première Coupe du Monde en 1930? L'Uruguay. Quel océan borde la côte ouest de l'Afrique? L'Atlantique. Quel gardien français est le seul à avoir reçu le titre de meilleur gardien de l'année? Quel français meilleur gardien de l'année mondiale, tu veux dire? Ouais. Il n'y en a qu'un français. Ouais, peut-être Barthez, mais je suis pas sûr. Barthez en 2000. Ouais, d'accord. Dans quel club Zinedine Zidane a-t-il commencé sa carrière? À la Escan. Quelle est la monnaie officielle du Japon? Le yen. Quelle sélection est surnommée la Céleste? C'est l'Uruguay. Encore une fois, ouais. Qui était l'entraîneur de l'OM l'année de la victoire en Ligue des Champions? Raymond Goethals. Et en quelle année Michel Platini a-t-il remporté son premier ballon d'or? 82, je dirais. C'est 83, mais pas loin. Franchement, bravo. Oui, 83, bien sûr. 82, c'est Paolo Rossi. 83. Bravo. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de... Non, une un peu plus technique qui était les pyramides, parce qu'on croit forcément à l'Égypte, et c'est le Soudan.
Le Soudan, ouais. J'allais dire que c'est... Ouais, j'aurais plutôt C'est dit, plutôt, en fait, c'est plutôt des plus petites pyramides, Ouais, c'est pas ouais. des aussi D'accord. grandes pyramides. D'accord. Après, si on revient un peu, effectivement, Delio Nice, Ouais, 299 avec buts en Monaco. Ligue 1. Hmm. Incroyable. Ça, pour le coup, je le connaissais pas du tout. Franco-argentin, mais ça, c'est un peu mon époque aussi, tu vois. Ouais, c'est pour ça. J'étais gamin, en tout cas. Et après, j'ai que des bonnes réponses, hein, je crois. J'ai mention très bien. Bah, voilà, mention Ouais. très bien, largement. Ça va. Une faute sur 20. Ça va. Non, bravo. Ça va. Ça va, je t'ai pas Platini- donné trop chaud. Platini, par contre, Ah non, il y a eu Platini, Il va ouais. m'engueuler quand même parce que je suis en train de. On fait un doc là de 6 épisodes sur la vie de Platini. Ah, c'est vrai. Et c'est pas moi qui le fais, mais j'ai fait les interviews de Platini. Donc j'ai fait Oh, 13 à 14 heures d'interview avec Platini. Et donc me planter sur l'année de son Premier ballon d'or. En plus, je sais que c'est pas 82 parce que voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est l'Italie qui est championne du monde, donc il le donne à Rossi et lui derrière il enchaîne. Il y en a trois 83, d'affilée. 84, 85, je pense. Non, 83, 84. Et l'autre est un peu plus loin, je crois. Il doit être, je sais pas. Eh ben, non, mais franchement, mention plus qu'honorable, Hervé, là, pour le coup. Yes. C'est bon, on va pouvoir le mettre dans l'enregistrement. Ouais, ça va. Je sais plus du tout combien d'objets il me reste. Tu veux que j'aille voir ou pas tu peux mettre ta main. Ouais. Alors, ils sont bien cachés. Oula. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une sarbacane? Ça ressemble à une sarbacane. Un relais Ouais. d'athlétisme? C'est un bâton de relais. Un bâton de relais. Bon, Il est alors. léger, hein. Ouais, tu vois, c'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. Ils Pourquoi? vont pas se lester d'un truc de 20 kilos. En même temps, C'est ce que ce c'est. truc-là. En fait, on s'est fait exactement la même réflexion Ouais. quand on l'a reçu. On était en mode. Non, c'est léger. En même Ouais. temps, on s'est dit, bah ouais, en fait, heureusement que c'est léger. C'est sûr. Bâton de relais, pourquoi? Parce que nous, ça nous fait parler de la transmission un peu. Mhm. En fait, deux questions liées à ça. Est-ce que pour toi, c'est important de transmettre? Mais je pense que ça l'est, Mhm. parce qu'au vu de l'émission au micro qu'il y a en ce moment, il y a cette envie d'aller chercher un petit peu des talents à d'autres endroits forcément que juste du milieu de la télé ou de la radio. Mhm. Est-ce que toi, tu fais des choses particulières justement pour transmettre ça? Est-ce que tu as des messages que tu fais passer? Bah écoute, je dirais déjà que l'émission de radio Formidables échecs, c'est une manière de transmission, quelque part, d'expliquer aux gens qu'il faut pas être définitif, y compris sur son propre parcours, qu'il faut accepter les aléas. Ça m'est arrivé dans ma carrière de donner des cours en école de journalisme. Maintenant, je le fais plus, mais la transmission, moi, dans le cadre de mes fonctions, je suis co-rédacteur en chef des émissions que je présente. Ouais. Donc, fatalement, ça veut dire que je mets le nez dans le moteur aussi. Je fais pas que présenter. Donc, quand tu fais ça, ça veut dire que tu valides les sujets, que tu discutes avec les gens et que tu transmets quelque part. Enfin voilà, je pense que c'est important dans une rédaction comme dans n'importe quel métier finalement que les plus anciens, c'est pas de donner des leçons, hein, surtout pas, mais transmettre des choses. Ouais. La culture de l'entreprise aussi. À Canal, on a une culture très forte en fait de la manière de travailler au service des sports qui se transmet par l'exigence, par montrer comment on travaille en fait. Et donc c'est important. Et puis après la personne à qui tu transmets en fait quelque chose de personnel aussi. Il ne s'agit pas de faire exactement ce que les anciens disent. Non. Tu te nourris de ça et tu le De digères l'expérience. et tu amènes ton propre rapport de ta génération, de ce que tu as pu avoir, de ce que tu fais mieux que les anciens parce que tu as aussi plein de trucs que tu fais mieux. Et tu le digères, et puis après, un jour, tu transmettras. Donc, Et si tu as un petit conseil aussi à donner, peut-être pour conclure cette interview, un petit conseil pour les jeunes justement qui rêvent de faire certaines choses, certains métiers, certaines qui veulent vivre aussi de leur passion éventuellement. Si je devais en donner qu'un, parce que je pourrais te donner plein de trucs. Une petite dissertation. Si, ne pensez pas que votre passion soit suffisante. Elle est indispensable, mais tous ceux qui travaillent dans un milieu comme ça, comme le foot, le sport, sont passionnés. Quand tu dis « je suis passionné, je veux faire ça », oui, tu es passionné, heureusement, mais on est tous passionnés. C'est quoi ton projet professionnel? C'est quoi le boulot? Et derrière cette passion, accolé à cette passion, il va falloir que tu mettes à un moment donné un savoir-faire, du travail, une compétence. Voilà. D'autant plus que si tu es passionné,
ça, quand tu arrives sur un match, au début, ça se trouve, tu vas, je sais pas, t'es supporter d'un club, tu vas être sur un autre club pendant que ton club joue, et voire même, tu vas même pas voir le match parce que tu vas attendre dans le couloir que les joueurs sortent derrière. Ouais. Tu vois. Donc, faut comprendre que c'est pas regarder des matchs dans son fauteuil, quoi, de Ouais. travailler sur Il y du a une foot. dissociation aussi entre le Exactement. travail et puis. Voilà. Donc mettez considérez votre passion comme un point de départ simplement, et puis mettez-y quelque chose de plus derrière, quoi, parce que sinon ça suffira pas. Trop bien. Et ben c'est noté. C'est pas encore la conclusion parce que la conclusion, on doit avoir quand même ce petit échange de cadeaux. Ah oui. Là, il n'y a plus rien dedans, là. Il y a pas Il une en dette. reste une, mais c'est une question que je peux te poser. Je crois qu'il en reste un. Attends. D'accord. Tu sais, je suis curieux en fait. J'aime bien le scénario du truc là. C'est pour ça que Attends, bah, si tu veux, tu Ah ouais, peux le prendre. j'ai Je un pense truc. qu'il en reste qu'un. Hein. C'est le mi. Ouais. je suis curieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on va pouvoir y répondre du coup. Un miroir. C'est un petit miroir. C'est Et ça en auquel gros, tu t'attendais? Ouais. bah, je pense qu'il ne reste plus que ça. Mais en gros, le miroir, ouais, tu vois, comme ça, tu peux te regarder. C'était plus pour avoir une réflexion sur toi. Est-ce que, justement, en conclusion peut-être, est-ce que tu es fier, toi, aujourd'hui, de ton parcours? Comment tu vois, justement, par rapport à tout ce que tu as fait, le toi étant jeune, etc. Est-ce que tu te considères fier aujourd'hui ou est-ce que tu as encore envie de faire d'autres choses dans le futur? Je n'utiliserai pas le mot fier. Je suis content. Je trouve que la vie a été plutôt sympa avec moi. Enfin, voilà. Ouais. Moi, j'ai un père en plus qui m'a beaucoup poussé à jamais être fier. Enfin, tu vois, il est un peu très posture très modeste. Donc ça m'a un peu imprégné, quoi. Ouais. Et en plus, honnêtement, je me prends pas la tête, quoi. Je me prends pas pour ce que je suis pas, et je trouve que souvent les humains, de manière générale, se gonflent d'une gloire pour des choses qui n'en valent pas la peine, tu vois. Ouais. Donc, toi, on commande du foot, quoi. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas fou, quoi. Il y a des gens qui font des choses quand même sans être démagos. Il y a des gens qui font des choses quand même beaucoup plus importantes pour la planète que ça. Mais je suis content, parce que je travaille depuis des décennies et que je prends du plaisir dans mon travail et que c'est un luxe. Complètement. Vraiment, là aussi, c'est le conseil que moi, je donne à mes enfants. Si vous trouvez un métier où vous êtes heureux, quelque part, vous ne travaillerez jamais. Vraiment, Ouais, il y aura du le travail. must. Parce qu'il y a du travail, faut pas, c'est du travail. Mais quand même, c'est un des principaux luxes de la vie. Et je suis content d'accompagner, d'être assimilé à des moments heureux par les gens, en fait. D'accompagner les gens dans un truc sympa. Et je l'ai beaucoup vu d'ailleurs après la finale de Paris, où les gens, fatalement, ça a beaucoup d'ampleur, donc me disaient « Ah, merci. » Non, mais moi, j'y suis pour rien. Mais Ouais. au bout d'un moment, tu comprends que C'est lié aux émotions. voilà, c'est lié à des émotions et dont ils se souviendront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans encore. Et donc, d'être plutôt sur des choses comme ça, je trouve ça plus sympa que de travailler dans un cimetière, quoi, tu vois. Voilà. Non, clairement. Donc, en fait, même s'il en faut, et ils le font très bien, d'ailleurs, les gens qui travaillent dans c'est vrai que non, mais le luxe de faire quelque chose qui est passionnant et pour lesquels on pourrait donner tellement d'heures de travail parce que c'est aussi un plaisir, Ouais. c'est un luxe. Donc, Voilà. ok. Et puis donc pas cette fierté, mais ce plaisir de voir que tu apportes indirectement, ceux qui apportent le vrai bonheur, c'est les joueurs, mais que tu accompagnes le bonheur des gens. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. C'est plutôt très sympa, ouais. Ouais. On va passer à la petite section cadeau. Oui. Là, il va falloir que parce que les gens qui ont écouté le podcast d'avant, ils savent ce que je vais devoir te remettre. D'accord. Donc, il faut que j'explique en même temps. D'accord. Mais on a d'abord autre chose à donner à Hervé, je crois, qui est dedans. Ouais. On voulait te donner ça, qui est notre BD. Super. Déjà. Ah bah, alors, ça tombe bien parce que j'adore la BD. Je suis Ouais. dingue de BD. Je lis beaucoup de BD. Et je trouve que c'est un art exceptionnel, la BD. Tu peux Je suis d'accord. Ouais. transmettre des choses que par la BD. Enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent qu'avec la BD. Et comme j'adore ce que tu fais aussi, bah, tu vois, mes deux trucs super que j'aime gentil. réunis. Bah ouais, Très bien. elle a été publiée en juin et Ouais. on l'a écrite avec Eloane qui est juste derrière là. Donc voilà. Bah, du coup, on t'a mis un petit mot dedans et tout. Super, bah, merci, ça me fait plaisir. Ça, c'est le premier. Je vais vraiment le lire. Bah, c'est super gentil. Tu me diras Ouais. ce que t'en penses. Et le deuxième cadeau qui a été donné par l'invité d'hier, bah, en fait, je peux le dire le nom de l'invité. L'invité d'hier, c'était Asma Mala. Asma Mala, c'est une écrivaine, politologue. Elle a écrit un livre qui sort là.
enfin qui est sortie d'ailleurs, oui, maintenant, qui est une femme super intéressante. On a eu une super discussion, honnêtement super chouette. Et l'objet qu'elle a ramené, bon, elle explique qu'on lui avait dit qu'il fallait ramener un objet et pas nécessairement un cadeau. Donc c'est quelque chose de plutôt symbolique, on va dire. Okay. Je vais te le donner, je vais t'expliquer. Il fait un pourquoi. bon teasing là, il est fort. Hein. Ouais, mais il est fort. En même temps, il faut que je... Parce que voilà. Une allumette. Voilà, une allumette. D'accord. Attends, en plus, j'ai mis un petit minou dessus. Je l'allume pas, hein, quoi. C'est une allumette. Alors, pourquoi une allumette ? Je vais t'expliquer avec mes mots, parce que ensuite, tu écouteras l'enregistrement qu'elle a fait, parce que tu auras la meilleure explication. Mais si tu veux, l'allumette, c'est quelque chose de symbolique. Elle l'a donné parce qu'il y a une référence à Jean Cocteau. Jean Cocteau, un jour, on lui a posé la question, si jamais ta maison brûlait, qu'est-ce que tu emporterais ? Et lui, il a répondu, j'emporterais le feu. Et donc, il y a toute une symbolique autour de ça. Le feu qui est un peu le feu de la vie, le feu qu'on a en soi. Voilà, il y a plein de symboliques. T'écouteras un petit peu ce qu'a dit Asma à ce niveau-là. Je sens que t'as compris de loin quand même. Ouais, j'essaie de broder. Je vais pas te mentir, j'essaie de broder. Non, mais c'est pour dire. Et aussi, ce qu'elle disait, c'était que tout ce qui est matériel, pour elle, ça représente quelque chose de futile. Donc, elle voulait aussi apporter quelque chose de symbolique. Donc, je ne sais pas ce que tu feras de cette allumette. Mais en tout cas, la symbolique, c'est de laisser vivre le feu en soi. Voilà. Pas mal. Je fume pas. Donc, j'aurais pas cette mauvaise utilisation. Pour les bougies, pour les bougies. Bougies, le feu. Ou la garder, tout simplement. Ouais, parce que garder sa puissance, et l'allumette, c'est aussi... je continue à philosopher sur l'allumette. C'est la possibilité, tant qu'elle est... c'est du potentiel. Ouais. Tant qu'elle n'est pas allumée, elle se consume pas. Voilà. Et elle est là. Donc, tu nous diras si un jour tu la consumes. Il y a des gens qui sont des allumettes. Ouais. Alors, il y a des gens qui sont des allumettes parce qu'ils s'enflamment. Voilà. Mais il y en a d'autres, ils ont en eux quelque chose qu'il faut trouver le bon grattoir. Ouais, c'est vrai. Avant que ça s'embrasse pour révéler leur potentiel. Leur potentiel, voilà. Donc, avant qu'ils s'éteignent, malheureusement. On termine tous éteints. Et on termine là-dessus. C'est très bien. Merci. Non, mais en tout cas, Hervé, moi, j'étais super content de t'avoir, honnêtement. C'était un plaisir. Ouais. Ah, purée, mais j'allais oublier carrément le cadeau. Ah non, bah oui, c'est vrai que tu avais aussi ramené... Enfin, t'as voulu ramener un cadeau aussi pour le prochain invité que t'as oublié, c'est ça ? Voilà. Là, clairement, t'as conscience que les gens ne vont pas croire. Mais si, moi je le crois parce que t'as dit, parce que je l'avais préparé. Parce qu'en plus, t'as reporté. On va tout dire aux gens. La France a le droit de savoir. Ouais. Tu as reporté notre rendez-vous. C'est vrai. J'avais le cadeau sur moi. Parce que j'étais malade. Parce que tu étais malade, bonne raison. Pas, Bon, il n'a pas fourni de certificat médical, mais bon. Et je suis revenu à l'improviste, et là, bam, j'avais oublié, tu m'as dit sur le chemin, on m'a dit, t'as le cadeau, je l'ai pas. Ouais, il est resté chez Canal. Ouais. Donc, mais c'est pas très grave, parce que le prochain enregistrement, il est dans 2 semaines, donc on aura le temps de se le reprocurer, et nous on le donnera en main. Voilà. Mais tu pourras mettre ta petite signature en compensation dessus. D'accord. C'est nickel. Promis. Et puis c'est sur ça qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'être venu, de t'être déplacé. C'était cool. Moi j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode, du coup qui sera diffusé certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, avec un tout autre invité. Et puis voilà, c'était un grand plaisir, vraiment. Moi aussi, partagez. Merci beaucoup. Merci.